Les domaines d'application de l'actuariat. Bon, il faut voir que les domaines sont divers. Donc, on ne peut pas dire a priori un actuaire, il va aller dans tel ou tel domaine. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, le plus gros des actuaires, il va se retrouver au niveau de l'assurance. Après, il y a plusieurs euh, débouchés qui vont absorber les actuaires. Donc, les actuaires, ils exercent une grande variété de métiers dans de nombreux secteurs d'activité, que ce soit dans le public, dans le privé, dans le secteur des assurances, dans la réassurance, dans les mutuelles, qui sont également une forme en griffe de société d'assurance, dans les institutions de retraite et de prévoyance sociale, dans le contrôle, hein, puisqu'on a un régulateur, hein, qui est censé contrôler ce que les compagnies d'assurance font. Donc, on a également besoin d'actuaires à ce niveau-là. Dans les banques, on a également besoin d'actuaires, hein. Dans les sociétés de gestion d'actifs, on a également besoin d'actuaires. Dans plusieurs industries, hein, autres que la finance ou la banque et l'assurance, il y a également des actuaires, puisque ce sont des spécialistes de la modélisation et on peut modéliser dans toute autre activité, que ce soit dans la santé, hein, que ce soit dans l'économie de façon générale. Voilà. Dans le conseil également, on a beaucoup d'actuaires, hein, qui sont là, qui vont évaluer les engagements des entreprises, hein, dans l'audit également. Donc, si on n'est pas du côté du régulateur, on peut être du côté, euh, on va dire, des personnes morales qui font ce contrôle-là pour le compte des entreprises ou bien de certaines personnes comme les administrateurs, ainsi de suite. Dans la recherche académique également, on a besoin d'actuaires, hein. Il y a des actuaires ou dans toute autre entreprise, hein. Et également dans l'enseignement, il y a des docteurs en actuariat qui sont dans l'enseignement. Voilà. Et au niveau des postes de façon spécifique, donc vous pouvez être analyste, responsable produit, risk manager, gestionnaire d'actifs passifs, chercheur, consultant, enseignant, data scientist, gestionnaire de fonds, ainsi de suite. Mais la base de tout ça, ce sont les mathématiques. Un d'éléments, on va dire, communs de tout ça, ce sont les mathématiques appliquées. Donc, on va le voir un peu plus bas. C'est quoi, comment est-ce qu'on fait pour devenir actuel? Donc, dans la formation, on va voir que il faut avoir une formation de base scientifique pour devenir actuel. Donc, on passe à la deuxième partie. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la première partie. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, la deuxième partie sur les connaissances nécessaires. Donc, ici, on a les compétences, on va dire, techniques qu'il faut avoir. Comme je l'ai bien dit tout de suite, la base de la carrière, ce sont les mathématiques et la statistique. Donc, il faut maîtriser certains éléments mathématiques tels que les maths financières, les notions de probabilité, hein, d'analyse numérique, de logique, d'économétrie, ainsi de suite, qui sont enseignés par ailleurs, on va dire, dans des formations euh, euh, intermédiaires avant, par exemple, d'entamer un cursus d'actuariat, hein, au sens propre. Les statistiques qui sont importantes, la modélisation et l'analyse des données, hein, parce que vous allez être confronté, on va dire, lorsque vous allez travailler à l'analyse, hein, de milliers de données. Aujourd'hui, par exemple, dans une compagnie d'assurance, il y a au minimum, en tout cas, une compagnie qui a au moins 5 ans d'existence, elle a au minimum 200 000 ou 300 000 clients. Parce que, ouais, donc, il va falloir faire des analyses sur, on va dire, la structure du portefeuille, comment est-ce que les clients se comportent, est-ce que ces clients-là sont des clients fidèles, s'ils sont fidèles, pendant combien d'années ils restent dans le portefeuille,
Si on prend en assurance vie, on va étudier ce qu'on appelle les lois de rachat pour savoir pourquoi est-ce que les clients ils rachètent et qu'est-ce qu'on peut apporter nous en tant qu'actuaires comme solutions qui peuvent être des solutions euh, non pas mathématiques, mais des solutions juridiques, puisqu'on rédige par ailleurs les clauses contractuelles des contrats. Donc, c'est qu'on met dans les contrats. Donc, on peut mettre des clauses dans les contrats qui vont faire qu'on va freiner ces taux de rachat dans notre portefeuille. Donc, il y a plein de choses que l'actuel, on va dire, devra maîtriser, hein, devra avoir comme compétences techniques pour exercer sa fonction. Après ça, il y a également l'élément financier et économique. Donc, les mathématiques financières, hein, concernent l'investissement, le crédit, hein, puisque en assurance vie, en tout cas, ce sont des éléments que vous allez utiliser euh, euh, à 90%. Pour l'assurance non-vie, vous aurez d'autres problématiques, hein. Par contre, au niveau de l'assurance vie, euh, vous aurez, on va dire, besoin des artifices financiers, hein, euh, en tout cas qui constituent les fondamentaux de l'actuariat, hein, puisqu'il va falloir maîtriser les méthodes d'actualisation, de capitalisation, les notions de valeur de temps, d'emprunt, ainsi de suite. Après, il y a l'impact même des facteurs économiques sur les modèles actuariels. Donc, ici, on donne un exemple ici sur l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, il y a augmentation de l'espérance de vie, ça veut dire on va avoir un impact sur les engagements de l'assureur, puisque l'assureur va couvrir, par exemple, le fait que si vous décédez à telle période ou vous êtes en vie à telle période, on va vous verser quelque chose. Donc, cette augmentation-là, hein, de l'espérance de vie va impacter votre manière, on va dire, de créer ou de mettre en place vos modèles, hein, actuariels qui vont vous permettre de définir des tarifs, qui vont vous permettre de calculer vos engagements futurs, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'explique dans ces deux points-là. Après, il y a la maîtrise des logiciels, hein, ou d'outils bon, mathématiques, on va dire, donc qui vont intervenir euh, dans, dans, dans votre vie d'actuel. Donc, il y a le logiciel, on va dire, de modélisation et de calcul. Donc, R, qui est un logiciel qu'on apprend, on va dire, euh, à, à, à tout impliquant d'un cursus mathématique. Donc, vous devez pouvoir maîtriser le logiciel R qui va vous permettre de faire des rapports, hein, de traiter de certaines données. MATLAB, c'est pareil. Il va falloir, en tout cas, maîtriser ces logiciels-là qui vont vous accompagner tous les jours euh, dans vos tâches d'actuel. À côté de ça, il y a la programmation où on va dire tout ce qui est langage informatique. Donc, c'est important. Vous aurez à concevoir des outils de tarification, des outils de calcul de provision, des outils qui vont vous permettre d'étudier votre portefeuille. C'est quoi la, le taux de rachat, c'est quoi la durée moyenne, on va dire, d'un client dans le portefeuille, c'est quoi le délai moyen de règlement des prestations, ainsi de suite. Donc, vous allez être amené à créer, on va dire, des applications qui vont vous permettre d'aller rapidement. Parce que c'est également ça aussi la clé, on va dire, dans l'évolution de la carrière. Il faudrait que vous soyez efficient dans ce que vous faites. Et pour être efficient, il va falloir automatiser certaines tâches pour éviter que ces tâches-là, on va dire, soient rébarbatives ou vous allez revenir à chaque fois exécuter les mêmes tâches. Voilà. Donc,
les solutions, c'est de maîtriser, on va dire, des langages de programmation. Donc, Python, aujourd'hui, qui est un des langages les plus utilisés. Hein. Euh, VBA, qui est également sous Excel, qui est très utilisé dans le domaine de l'assurance. Et puis aujourd'hui, on a Power BI qui est vraiment un logiciel de reporting. Donc, qui va vous permettre de créer des tableaux de bord, donc qui vont vous permettre, on va dire, ce sont des outils d'aide à la décision. Donc, au lieu de venir exécuter un programme chaque matin avec ces logiciels-là, par exemple, dès que vous ouvrez votre machine, vous avez une situation sur les KPI, on va dire, qui vous permet de suivre votre activité. Donc, la maîtrise, on va dire, de ces éléments-là va vous permettre quand même de pouvoir vous différencier euh, entre euh, de vos collègues, on va dire, qui ne maîtrisent pas tous ces outils-là. Après, au point 4, je l'ai dit, l'actuaire, ce n'est pas seulement un mathématicien. Un actuaire, il doit mettre d'autres éléments au-delà des mathématiques. Parce que l'activité, on va dire, dans laquelle nous sommes, c'est une activité qui est réglementée. Donc, qui parle de réglementation va parler de droit. Donc, il faudrait que vous connaissiez également la réglementation. Et c'est d'ailleurs à partir de la réglementation qu'on implémente tous les modèles mathématiques. Je dis n'importe quoi. En assurance vie, on va vous parler de rachat. Mais la modélisation que vous faites pour le rachat, c'est le code d'assurance qui vous dit que la valeur du rachat, c'est égal à 95% de ce qu'on appelle la provision mathématique si le contrat n'a pas 10 ans. Elle est nulle au-delà. Donc, c'est la réglementation qui vous permet de faire ces modélisations-là. Du coup, il faut maîtriser la loi pour pouvoir, on va dire, avoir des outils également euh, qui sont justes et qui répondent, on va dire, à cette réglementation. Donc, nous avons par ailleurs le code des assurances, le code CIMA, qui régule, on va dire, toute l'activité des assurances. À côté de ça, il y a le système comptable OADA également aussi qu'il faut par ailleurs maîtriser, pas comme un comptable, mais on va dire sur les sujets qui vous incombent. Je dis n'importe quoi. Un acteur peut être amené à renseigner ce qu'on appelle les, les états financiers de la CIMA. Donc, pour renseigner les états financiers de la CIMA, il va falloir que vous connaissiez certaines notions. Il va falloir que vous ayez plutôt certaines notions comptables. Comment est-ce on renseigne un compte, un CEG? Comment est-ce que on renseigne un bilan? Comment est-ce que les postes du bilan fonctionnent, ainsi de suite. Donc, il y a certaines notions comptables, on va dire, que vous devez connaître pour être un bon actuaire. À côté de ça, j'ai mis les textes d'application sur la réglementation bancaire parce que il y a des acteurs également qui vont travailler dans le domaine de la banque. Donc, il faudrait aussi connaître, on va dire, la réglementation dans le secteur bancaire, hein, qui va vous permettre, on va dire, de pouvoir discuter, sinon, en tout cas, avoir des échanges, on va dire, d'un certain niveau avec euh, vos collaborateurs que vous aurez, qui, eux, ne sont pas actuels, mais dont vous allez, on va dire, interagir. Bon, il y a d'autres éléments de la réglementation, mais bon, ce sont les trois principaux que j'ai bien voulu mettre. Après ça, si on fait un focus sur les produits, puisque nous sommes dans les activités au-delà, on va dire, de la réglementation, il y a les produits même
qu'on va commercialiser, que ce soit au niveau de l'assurance ou bien au niveau de la banque. Il faudrait qu'on ait la maîtrise technique de ces produits-là. Comment est-ce que ces produits-là fonctionnent? Comment est-ce qu'on les conçoit? Parce que nous serons amenés à créer de nouveaux produits. Donc, si on ne comprend pas le fonctionnement des autres produits, ça sera difficile d'en concevoir. Parce que en tout cas, à 80%, les nouveaux produits qu'on conçoit sont, on va dire, des mix d'anciens produits. C'est rarement qu'on crée quelque chose du néant. Ouais, il y a certains cas, mais bon, généralement, on a une base sur laquelle on s'appuie pour créer des nouveaux produits. Au niveau des compétences transversales et du savoir-être, bah, vraiment, j'ai oublié. Bon, j'ai pas mis à jour cette slide-là. Mais bon, OK. Euh, Au niveau de ces compétences-là, au-delà, on va dire, de l'aspect technique que vous avez, de l'aspect réglementaire que vous connaissez, euh, il va falloir que vous ayez certaines, euh, on va dire, attitudes hein, lorsque vous serez dans une entreprise. Donc, j'ai présenté ça en quatre types. Donc, la communication et la présentation. Donc, il faut pouvoir savoir s'exprimer devant un auditoire. Vous serez amené à présenter des études. Hein, on vous demande, par exemple, une étude de rentabilité sur un produit. Vous allez devoir venir présenter cette étude-là, soit devant votre responsable hiérarchique, ou bien devant vos collaborateurs, hein, ou bien même, on peut vous inviter, hein, par exemple, à venir présenter vos études au comité de direction. Donc, il va falloir que vous sachiez vous exprimer correctement, vous sachiez présenter, diriger ou piloter hein, une réunion ou bien un projet. Voilà. Après, il y a l'esprit d'analyse et de synthèse. Donc, va falloir que vous sachiez vous prononcer sur des sujets d'autres techniques, puisque vous êtes un technicien à la base, mais de façon, on va dire, rapide, lorsqu'on vous présente une situation. C'est vrai, vous pouvez demander de prendre du recul pour analyser certains problèmes on vous soumet, mais d'entrée de jeu, il va falloir que vous puissiez, on va dire, donner un premier avis déjà sur ce que vous pensez, et puis après, vous demandez à approfondir la question. Voilà. Il faut être polyvalent, comme je l'ai dit, c'est pas uniquement que l'actuariat ou les mathématiques qu'il faut maîtriser, mais tout ce qui gravite autour de votre activité. Donc, la comptabilité, le droit, la finance, ainsi de suite. Voilà. Il faut pouvoir rédiger un compte rendu. Si vous êtes invité par votre responsable à une réunion, c'est vrai que c'est pas vous qui pilotez la réunion, mais il peut vous demander de prendre, hein, de rédiger le compte rendu de cette réunion. Voilà. Il faut apporter également toujours son point de vue. Hein. Il faut apporter son point de vue, c'est important pour éviter que on se dise, bon, il est dans la réunion, mais qu'est-ce qu'il nous apporte? De sorte à ce que vous soyez, on va dire, quelqu'un sur qui, en tout cas, quelqu'un qu'on a toujours envie d'entendre. On vous demande qu'est-ce que vous en pensez de telle ou telle chose. Ça va faire que très rapidement, on pourra vous confier peut-être certaines tâches ou certaines responsabilités. Il faut proposer également des solutions hein, pour les problèmes qu'on vous soumet, on va dire, dans les temps le plus rapidement possible. Voilà. Donc, il faut être, en tout cas, avoir de la célérité dans les dossiers qu'on vous confie, être méticuleux là-dedans. Le savoir-être, et puis il y a d'autres qualités. Hein. Donc, comme je le disais, il faut être diligent dans le traitement de vos tâches. Il faut bien se tenir aussi pendant les réunions. Il faut bien s'évertir. Hein. Vous allez voir que généralement dans les compagnies d'assurance, les gens s'habillent avec un dress code, veste, cravate. C'est important parce que nous sommes dans un monde financier. Donc, dans le monde financier, il ne faudrait pas qu'un client rentre et puis il vous voit, on va dire, délabré, euh,
Et c'est de la confiance, en fait, qu'on donne aux clients, qu'on est bien, on est bien vêti. À côté de ça, ça va permettre, en tout cas, que vos responsables aient une certaine confiance envers vous et dire demain que, bon, cette personne-là, elle est présentable, on peut lui confier telle ou telle responsabilité. Éviter également aussi les ragots de couloir, discuter des sujets, on va dire, qui n'ont rien à voir avec votre travail. Voilà, pendant que vous êtes au travail. Être disponible à tout temps, à tous instants. Ça aussi, c'est important. C'est vrai qu'on nous dit que le travail, c'est 8 heures par jour. Je dis n'importe quoi, de 8 heures jusqu'à 17 heures ou 18 heures. Mais si votre patron vous appelle à 20 heures ou à 21 heures parce qu'il a une urgence ou parce qu'il a besoin de telle chose, il faudrait que vous soyez disponible. Les samedis, les dimanches, c'est vrai qu'on ne travaille pas, mais rien ne vous empêche, hein, on va dire, à avancer sur les sujets sur lesquels vous-même, vous savez que vous êtes en retard ou que vous pensez que sur certains sujets, je peux peut-être apporter certaines nouvelles choses hein, qui vont permettre, on va dire, à mon travail d'aller plus rapidement ou au travail que certaines de mes collaborateurs font. Au niveau des formations, donc au niveau des formations, comme je le disais tantôt, euh, pour être actuel, il faut déjà avoir un baccalauréat scientifique. Donc, que ce soit bac C, bac D, bac E, ainsi de suite. Donc, c'est un baccalauréat scientifique. Après, bon, si je présente, on va dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a deux moyens, on va dire, de progresser. Soit vous êtes admis à l'INP, vous faites les classes préparatoires, ou vous êtes admis à l'université en tout cas dans une université euh, euh, où vous allez faire une filière scientifique, soit maths info, sciences éco, ainsi de suite. Et après ça, soit vous passez euh, le concours hein, d'entrée à l'UNCA, hein, euh, aux écoles, on va dire, de formation française, EURIA, ainsi de suite, l'ISFA, toutes ces écoles-là que je n'ai pas pu citer ici. En tout cas, vous pouvez directement passer le concours pour intégrer ces écoles-là et faire, hein, on va dire, une licence et un master en actuariat. Vous avez la possibilité aussi de continuer, on va dire, à l'INPHB en faisant la formation initiale d'actuariat hein, au niveau de l'ESKU. Et après, présenter, on va dire, le diplôme au niveau de l'EURIA, de l'ISFA. Voilà, ils ont des partenariats. Hein. À partir de la troisième année, vous présentez le test d'entrée si vous êtes admis. euh, vous pouvez continuer, on va dire, pour obtenir le titre d'actuaire, le diplôme d'actuaire, pardon. Après, il y a la possibilité, à partir du cycle universitaire, d'avoir une licence hein, dans un domaine scientifique ou de gestion, ou un master ou une maîtrise, et rejoindre certaines écoles, hein, toujours l'UNCA, hein, l'UNSAU, l'URIA, l'ISFA, l'IA, hein, et l'université sous-marine aussi qui forment en actuariat. C'est après ces différents masters que vous allez être actuel. S'il vous plaît, une minute, je vais me rappeler. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions.
Allô? Vous m'entendez? J'ai vu un message qui dit on n'entend plus. Oh, oui, on t'entend, hein. C'était peut-être pendant la pause d'une minute, là. Sinon, on t'entend, oui. Ouais. Après ça, il y a certaines certifications, comme je l'ai dit. Vous pouvez avoir des diplômes en actuariat, mais ne pas avoir le titre d'actuariat. Donc, en fonction des échelons aussi, il y a certaines certifications qu'il faut faire pour obtenir la certification, et le titre, pardon, d'actuaire et certaines certifications plus spécifiques. Si je prends par exemple le CFA, qui est un certificat en actuariat, mais plus pour le domaine de la finance et de l'investissement. Donc, j'ai dit n'importe quoi, un actuaire qui est dans une compagnie d'assurance vie, après, il peut être, on va le voir un peu plus bas, se retrouver à la direction financière en train de faire tout ce qui est placement. Donc, là-dedans, il y a un métier très intéressant qu'on appelle la gestion active-passif, hein, qui va vous permettre, on va dire, d'évaluer ces deux postes-là pour voir est-ce que les placements que vous faites là réussissent, on va dire, à couvrir vos engagements vis-à-vis de vos clients. Donc, il y a autant de certificats que vous pouvez le voir ici qui sont possibles et, on va dire, recommandés pour avoir un certain euh, échelon au niveau de la corporation. Donc, en fonction de certains pays, on va dire que ces certifications-là peuvent changer. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas les mêmes types qui sont disponibles. Aux États-Unis, au Canada, ça peut changer selon les pays. Donc, le grand 2 étant terminé, on parle maintenant de l'insertion professionnelle. Donc, au niveau de l'insertion professionnelle, on va commencer par les débouchés. Donc, le premier débouché, comme on l'a dit, c'est l'industrie des assurances. Donc, qu'est-ce que va faire un actuaire dans l'industrie des assurances? Il va d'abord faire la tarification. Donc, vous allez amener à évaluer les risques hein, qui sont, que couvrent, on va dire, les différents contrats d'assurance, que ce soit en vie, en santé, en auto, en habitation, ainsi de suite, à fixer les tarifs appropriés en fonction de ces risques-là et concevoir, gérer ces produits d'assurance. Donc, ça, c'est le premier rôle qu'un actuaire va effectuer dans le domaine de l'assurance. Après, il peut être à la réassurance. Donc, à la réassurance, hein, c'est en griffe l'assurance des assureurs. Donc, de la même manière qu'un client vient vous confier ses risques en tant qu'assureur, l'assureur également, du fait de sa capacité financière qui est limitée, va hein, se transférer, on va dire, une partie de ces risques-là vers celui qu'on appelle réassureur. Donc, vous allez être amené hein, souvent à évaluer, on va dire, la rentabilité de ce mécanisme de réassurance-là. Est-ce que, suivant la convention qu'on a avec le réassureur, est-ce que ce contrat-là, il est rentable? Qu'est-ce que on peut faire pour que ce contrat-là soit plus rentable pour la compagnie, c'est-à-dire qu'on va moins céder des primes à ces réassureurs, ainsi de suite. Il y a la conformité également. Donc, vous pouvez être amené hein, à travailler au niveau de la conformité en s'assurant que les produits d'assurance et les pratiques hein, de tarification respectent les lois et la réglementation en vigueur. Je dis n'importe quoi. Vous pouvez être amené à faire des études sur les délais de paiement des prestations. Donc, on va vous faire sortir le portefeuille ou bien vous-même, vous allez l'extraire le portefeuille qui est des prestations et puis vous allez essayer de faire ces analyses-là en vue hein, de voir est-ce que la compagnie respecte les délais qui sont prévus par le contrat. La gestion des risques. Donc, la gestion des risques, c'est un élément aussi
qui est important, mais qui peut se retrouver tant au niveau de l'assurance que au niveau de la banque, hein, ou d'une entreprise de façon générale, hein. Voilà, donc vous allez aider à identifier et évaluer certains risques, notamment les risques financiers ou les risques opérationnels auxquels vont faire face les entreprises en utilisant des compétences en analyse financière, en gestion des risques, hein, ou les portefeuilles d'investissement des compagnies d'assurance. L'analyse des données également, donc voilà, en effet que le dit, hein, ce sont des outils statistiques et analytiques que vous allez utiliser pour analyser les données, les structurer, faire ressortir des problèmes que vous avez identifiés, apporter des solutions suivant, on va dire, ces risques-là ou les aversions, hein, que les entreprises ont envers ces différents risques-là. Il y a également le consulting. Donc, les actuaires interviennent beaucoup au niveau des compagnies d'assurance, mais ils sont également dans des cabinets, hein, de conseils, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies, par exemple, qui n'ont pas atteint une certaine maturité, qui n'ont pas d'actuaires dans leur société. Et donc, tout ce qui concerne, hein, la partie actuariat, elle est externalisée. Ce sont ces cabinets-là qui vont calculer les provisions. Ce sont ces cabinets-là qui vont, quand la compagnie veut mettre des produits en place, qui vont faire ce qu'on appelle les notes techniques, qui vont faire les tarifs, qui vont rédiger les conditions générales, ainsi de suite. Donc, voici un peu le rôle, en tout cas, quelques rôles que euh, l'actuaire va, euh, on va dire, avoir au sein des compagnies d'assurance. Au niveau de la finance, de la banque et de l'audit, il y a également un peu ces mêmes rôles-là, donc la gestion des risques, hein. Donc, les actuaires vont évaluer les risques financiers, tels que les risques des marchés, l'évolution des régimes de retraite, de crédit, donc insolvabilité des clients. Ils peuvent travailler aussi pour des institutions financières, des sociétés de gestion d'actifs, hein. Euh, on a parlé des IPS aussi, hein, les institutions de prévoyance sociale, telles que la CNPS, hein, la CGRAE, par exemple. Analyse et modélisation financière. Les acteurs peuvent être impliqués dans l'analyse des données financières, la modélisation complexe, la planification, l'évaluation de la performance des investissements, hein, qui vont contribuer ainsi à la prise de décisions financières. Donc, dans une banque, par exemple, vous pouvez être chargé de ça. Au niveau de la BLVM, vous pouvez être chargé de ça. Voilà. Donc, dans le monde financier en général, euh, vous pouvez être chargé de cette analyse-là. L'évaluation des produits financiers. Donc, ça également, je l'ai un peu développé un peu plus haut. L'analyse des données, c'est pareil. La conformité et réglementation, c'est pareil, hein. Sauf que, comme on est dans le bloc audit, par exemple, aujourd'hui, les régulateurs font appel de plus en plus à des actuaires. Donc, ils vont analyser, on va dire, l'activité, hein, des compagnies d'assurance. Il y a les cabinets aussi privés d'audit, hein, qui doivent certifier les comptes, hein, des entreprises. Donc, elles vont analyser également, hein, euh, on va dire, l'activité des compagnies d'assurance, hein, ou des banques sur le respect des normes de solvabilité, ainsi de suite. Il y a aussi la partie due diligence qui est un peu de la conformité, hein. Donc, les actuaires peuvent être appelés à participer à des opérations de fusion et acquisition qui vont évaluer les engagements financiers et actuariels, hein, des entreprises, hein, on va dire, pour lesquelles ils ont été appelés. Donc, parcours type en assurance. Donc, généralement, quand vous êtes diplômé d'un master en actuariat,
un diplôme en actuariat, vous commencez, en tout cas en assurance, en tant qu'actuaire débutant ou bien actuaire junior, euh, vous êtes chargé d'études, assistant actuaire, vous allez faire des tarifications, vous allez rédiger des contrats, parce que ouais, vous allez faire certaines études, on peut vous demander, parce qu'on veut lancer un nouveau produit, de nous concevoir un business plan, ainsi de suite. Donc, vous allez faire, on va dire, ce job-là pendant 1 et 3 ans, hein, et après, euh, être confirmé euh, en tant qu'actuaire ou bien responsable technique, hein, où vous allez faire ce qu'on appelle, en plus des tâches qui ont été précitées, l'évaluation des provisions, la conception d'outils, ainsi de suite. Après 4 ans, entre 4 et 7 ans, vous pouvez devenir cadre supérieur et occuper certaines fonctions comme directeur technique, directeur de l'actuariat, directeur financier, en charge des placements, ainsi de suite. Et après 10 ans, il, il est possible d'être, hein, nommé directeur général d'une compagnie d'assurance. Donc, on a plein de DG aujourd'hui de nos compagnies d'assurance qui sont des actuaires. Quand vous prenez le DG de Allianz, il est actuel le DG de SAM, il est actuel l'ancien DG de Sunovi, et actuel, ainsi de suite, j'en passe. Fait le parcours type aussi en cabinet. Donc, vous allez être assistant auditeur, après auditeur junior ou auditeur même. Et après, vous allez passer chef de mission, manager au bout de 7 ans. Et puis, pourquoi pas, après 10 ans, par exemple, être associé au cabinet. Donc ça aussi, c'est un parcours aussi qui est très intéressant puisque vous allez rencontrer beaucoup de personnes, faire beaucoup d'émissions d'audit. En tout cas, pour quelqu'un qui veut apprendre, c'est le chemin, on va dire, le plus, le plus indiqué. C'est quelqu'un qui veut apprendre, en tout cas, côtoyer beaucoup de personnes, maîtriser plusieurs pans, euh, on va dire, de l'audit et de l'actuariat. Après, il y a la réorientation. C'est-à-dire que quand vous rentrez, que ce soit dans une compagnie d'assurance ou bien dans un cabinet d'audit, vice-versa, vous avez la possibilité après de, de, de changer de métier très rapidement. Donc, pour quelqu'un qui est actuel dans une compagnie d'assurance, rapidement, il peut devenir auditeur dans un cabinet puisque, comme je l'ai dit, les cabinets d'audit doivent certifier les comptes des compagnies d'assurance. Donc, vu que vous avez une expérience de comment fonctionne une compagnie, c'est plus facile pour vous, on va dire, d'être dans une mission de contrôle ou de certification d'une compagnie d'assurance. Être risk manager dans une banque ou dans une entreprise quelconque, data scientist. Hein, aujourd'hui, c'est un métier qui est en vogue, puisque la donnée, comme on dit, c'est de l'or et tout le monde veut en tirer profit. Être trader dans une SGI, auditeur, contrôleur interne d'une entreprise, voilà. Préparer aussi un diplôme d'expertise comptable. Ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant pour quelqu'un, on va dire, qui veut avoir une activité vraiment dans l'audit, hein, de façon poussée. Il peut préparer un diplôme d'expertise comptable. À côté de ça, il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire que quand vous visitez, dépend, hein. Après, si vous voulez, vous pouvez retourner dans une compagnie ou, en tout cas, vous promener dans tous les différents métiers, faire du conseil, faire de la recherche scientifique. Ce qu'on dit après, c'est que généralement, pour une réorientation, peut-être il y a certaines formations ou certifications supplémentaires qu'il faut faire en fonction du domaine pour lequel vous voulez vous réorienter. Après, on a notre dernier slide.
Donc, ici, on a essayé de faire une petite répartition des actuaires au niveau de notre marché. Donc, en assurance vie, on en a 45%. En assurance non-vie, on en a environ 20%. Dans les banques et les IPS, 14%. L'audit et le conseil, 12%. Et puis dans la réassurance, 9%. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que il faut devenir actuel? Donc, il y a quelques pistes ici. Hein. Donc, c'est un métier qui est très en vogue et très recherché actuellement. C'est vrai que sur notre marché, on n'a pas, on va dire, l'obligation formelle d'avoir un actuaire dans une compagnie d'assurance, mais c'est quelque chose qui est vraiment incontournable. Ouais. C'est incontournable parce que l'activité même nous demande d'avoir quelqu'un qui va nous conseiller, on va dire, sur tout ce qui est calcul complexe. À côté de ça, comme on l'a vu tout de suite, vous pouvez avoir une carrière qui est variée, vous réorienter très facilement vers d'autres carrières, avoir une carrière ouverte à l'international. Vous allez voir qu'il y a plein de cabinets qui ne sont pas forcément des cabinets de droit ivoiriens, mais des cabinets marocains, des cabinets français qui vont chercher des acteurs. Aujourd'hui, l'acteur n'a pas besoin forcément, en tout cas comme tous les métiers innovants, d'être dans un lieu spécifique pour exercer. Hein. C'est aussi ça la force des métiers. Donc, vous pouvez être à l'international, en tout cas dans une entreprise internationale, et puis résident en Côte d'Ivoire ou vice-versa. Voilà. C'est une embauche rapide aussi. Hein. Il y en a pas, on n'a pas beaucoup d'actuels sur notre marché, de sorte à ce que dès que vous finissez vos diplômes, déjà même en stage, il y en a qui sont convoités. Quand vous montrez, par exemple, que vous avez certaines aptitudes, que vous êtes correct hein, dans votre comportement, ainsi de suite, avant même de soutenir votre mémoire, vous pouvez avoir un contrat de travail. On a également une rémunération attractive. En tout cas, c'est un métier qui n'est pas très mal rémunéré, hein, le métier d'actuaire, avec, on va dire, un accroissement du salaire qui peut aller du double au triple en moins de 5 ans, 10 ans. Voilà. Donc, il y a toutes ces raisons, hein, en tout cas, qui font que aujourd'hui, le métier d'actuaire, c'est un métier, en tout cas, du futur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon, euh, c'était ma dernière slide. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Adams, pour cette présentation très, très détaillée, en tout cas, qui nous a pris, qui nous a emmené au travers vraiment, en tout cas, de l'actuariat, depuis les débuts, les différentes compétences que ça prend, les compétences techniques et puis aussi les soft skills, comme on le dit très souvent, et puis les différents, en tout cas, les différentes possibilités d'emploi pour un actuaire. Et puis, je pense que cette dernière slide-là résume très bien aussi toutes les possibilités aussi qu'il y a en tout cas avec cette spécialisation. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, c'était bien détaillé. Je pense que, comme Madame se dit, hein, on a la période de questions parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir aider les jeunes là, qui veulent faire des choix ou bien qui aimeraient en savoir un peu plus sur ce domaine-là, de pouvoir en tout cas en savoir plus, bien évidemment, pour avoir plus de détails là-dessus et puis pour vous aider à faire vos choix. Je ne sais pas si Ibrahim est là, mais je sais qu'Ibrahim avait un problème de connexion de son côté. Donc, Oui, c'est bon maintenant pour ça, oh, je c'est bon, suis là. ok, Je d'accord. suis là. Donc, je te laisse en tout cas plus de le reste. Alors. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara, pour cette brillante présentation. Je crois qu'on va passer aux questions. Pour ceux ou celles qui ont des questions, vous avez juste à appuyer le bouton, la main en bas de votre écran et on va vous donner la parole. Monsieur Ouattara, moi j'ai vraiment apprécié hein, la partie où vous avez insisté surtout sur le savoir-être au niveau des compagnies, que ce soit des Mm, compagnies dans le domaine de la finance, là, parce que vraiment, c'est très important. Nous, ici, à l'Université Soumaré, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on trouve des stages pour nos étudiants. Et donc, on les accompagne, on essaie aussi également, en plus des cours qu'ils font, c'est-à-dire créer un cadre de discussion, d'échange
pour les permettre euh, de mieux aborder ou bien de mieux s'intégrer au niveau professionnel. Et donc, on a beaucoup insisté un peu sur le savoir-être, parce que vous pouvez être bon techniquement, avoir les aptitudes, mais si le savoir-être n'est pas accompagné, vraiment, c'est difficile, quoi, Si, si. de réussir une carrière professionnelle. Si, si. Il faut être beaucoup humble. Même si Tout vous à fait. connaissez que vous êtes en face de vos collaborateurs qui semblent ne pas maîtriser quelque chose, il faut trouver la manière, on va dire, de mettre en avant euh, vos observations, pas de faire de manière frontale et puis de, on va dire, de frustrer certaines personnes. Tout à Sinon, fait. après, ils n'auront plus l'envie de venir vers vous pour apprendre. Tout à fait. Tout à fait. Pleinement d'accord. Non, je suis pleinement d'accord avec vous. C'est ça. On avait, est-ce qu'on a des questions au niveau de l'auditoire? Professeur, on vous donne la parole. Oui, en tout cas, merci bien, c'est ça. Adam, j'aimerais que tu reviennes un peu sur, parce que bon, je sais que tu es passé par Alliance, et puis Mhm, là aussi, maintenant, tu es à Wafa, donc je suppose que mhm. c'est une promotion pour toi. Tu es passé, en tout cas, c'est ça, avec ce changement. Mais si tu veux nous expliquer un peu, qu'est-ce que tu faisais à Alliance, en fait, avec ce profil quantitatif que tu as, parce que toi, tu as une maîtrise en mathématiques. Hein, et puis maintenant, à Wafa aussi, qu'est-ce que tu fais, en tout cas, de- qu'est-ce que tu fais actuellement, en tout cas aussi à Wafa, quoi. Je pense que ça va donner aussi aux jeunes là de voir un peu, en travaillant, en fait, là, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à faire, quoi, dans leur quotidien. D'accord. OK. Étant à Alliance, on va dire, en tant que chargé d'études, je faisais déjà, j'ai mis en place, on va dire, des outils de tarification pour permettre à la force de vente de pouvoir, on va dire, être un peu autonome. Parce qu'il faut savoir que avant que je vienne, toutes les demandes de cotation passaient par le département actuariat. Donc, s'ils veulent, je dis n'importe quoi, savoir la prime pour quelqu'un qui a un X âge pour un capital de X, ils doivent soit appeler l'acteur ou envoyer un mail à l'acteur pour dire voici l'âge de la personne, combien est-ce que la prime va coûter. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, pour certaines choses, on peut leur donner ce qu'on appelle une délégation pour faire certaines cotations jusqu'à un certain montant. Donc, il fallait mettre en place des outils qu'on fait simplement sur Excel ou bien avec des applications web, les mettre à disposition ça de sorte à ce qu'ils puissent eux-mêmes déjà, pour, en tout cas à un certain niveau, faire leur cotation. Euh, Après, il y a la partie évaluation des provisions. Ça aussi, c'était quelque chose que on faisait, on va dire, pas à des périodes bien définies. Par trimestre, par exemple, il faut évaluer les provisions mathématiques, les, 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 les provisions de gestion, ainsi de suite. Donc ça, on va dire, en tant que chargé d'études, c'était un peu le gros de mon travail. Il y avait également aussi l'aspect euh, rédaction de contrats d'assurance. Hein. Donc, quand je suis arrivé, il fallait mettre à jour les CG puisqu'il faisait un peu de la veille juridique lorsque le code, on va dire, changeait sur certaines dispositions, il fallait actualiser dans les contrats. Donc, il fallait avoir une certaine maîtrise, on va dire, du code CIMA, une certaine maîtrise dans la rédaction de documents. Hein. Donc, ça aussi, c'était important. Donc, j'ai fait ça pendant, on va dire, un an avant de me retrouver à la direction commerciale, où j'avais en charge on va dire, la gestion d'un réseau de distribution. Donc là également, mon plus gros boulot, on va dire, c'était la formation. Donc il fallait former hein, ces agents-là qu'on avait, on va dire, en assurance, parce qu'ils n'avaient pas vraiment une base assurantielle. Ils vendaient les produits, mais ils ne les maîtrisaient pas. Donc, ils n'étaient pas forcément efficients. Donc, il fallait les former, il fallait les encadrer, les suivre il y a eu également un projet qu'on a piloté sur, on va dire, du digital, puisqu'il fallait, au-delà des cotations qu'on fait, leur permettre de faire des souscriptions, hein, on va dire, via le digital. Donc, on a avec
l'IT, on a mis en place une application digitale sur des tablettes que les agents utilisaient pour faire des souscriptions. Voilà. Et ça, j'ai fait ça, on va dire, 1 an. Et après, j'ai été promu comme chef des services, support qualité du portefeuille sur les deux compagnies vie et non-vie. Donc, au niveau de la vie, je continuais, on va dire, ce, ce support que je faisais. Et on va dire, je faisais le pont entre la production, le technique, l'actuariat et le commercial. Donc, c'était quand il y avait des produits à mettre en place, c'est moi qui les concevais. Et il y avait des échanges avec l'actuariat et la production, la rédaction des conditions générales, ainsi de suite. Il y avait ce pan-là. Et au niveau de la non-vie, il y avait également la tarification. La tarification, on faisait tout ce qui est appel d'offres pour certains contrats, les risques d'entreprise notamment, que je pilotais avec la direction souscription. Donc, nous, on avait une certaine délégation pour certains risques. On faisait la cotation pour, on va dire, leur faciliter euh, 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 la tâche. Donc, on avait cette délégation, on faisait la souscription, on faisait le contrôle également des intermédiaires. Donc, il faut savoir que en non-vie, l'activité est beaucoup plus orientée vers ce qu'on appelle le courtage. Donc, le courtage, ce sont des intermédiaires, on va dire, qui vous apportent des affaires, mais qui peuvent travailler avec d'autres compagnies. Donc, on avait une certaine problématique, notamment celle des attestations d'assurance, qui d'ailleurs sont devenues digitales depuis le 1er janvier de cette année. Donc, on leur mettait à disposition des attestations, sauf que ils utilisaient ces attestations sans pour autant nous verser de l'argent. Donc, avec le flot, on va dire, d'attestation qu'on donnait, et puis, vu que ce n'était pas digitalisé, on avait une vraie problématique de contrôle, on va dire, de ce qu'on leur donne et ce qu'ils nous retournent. Donc, quand j'ai pris, on va dire, ce projet-là en charge, il fallait, on va dire, constituer, sinon reconstituer la base de données des attestations qui a été servie à ces intermédiaires et procéder à un contrôle, on va dire, par rapport aux productions qui nous déclaraient. Du coup, on arrivait quand même à faire ressortir les attestations qui n'avaient pas été retournées, hein, aux compagnies et essayer de faire du recouvrement. Donc, en pratiquement 2 ans, on a quand même pu recouvrer avec les méthodes puisque statistiques, pardon, informatiques, puisqu'il fallait développer des petits programmes pour faire, on va dire, ces réconciliations-là. On a quand même pu recouvrer à peu près 2 milliards de primes, hein, chez ces courtiers-là. Donc, on était un peu détestés par eux, puisque avant ça ne se faisait pas. C'est ce qu'ils déclaraient qu'on considérait comme chiffre d'affaires, alors qu'ils avaient de l'argent pas devant eux. Donc, c'est un peu ce que je faisais à Alliance au niveau de la vie et de la non-vie. Voilà. Et puis, en mars, on va dire 2023, j'ai intégré Wafa Assurance. Donc, au niveau de Wafa Assurance Vie, là, je suis uniquement qu'en vie. On va dire tout l'aspect technique, c'est-à-dire la partie tarification, la partie évaluation des provisions, la partie pilotage des produits, c'est-à-dire nouveaux produits, hein. Il faut rédiger les fiches produits, il faut rédiger ce qu'on appelle les notes techniques, il faut rédiger les conditions générales des produits. Voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. Il y a la production et il y a la réassurance également, qui est là. Donc, il faut, quand vous avez, par exemple, un certain nombre de capital qui doit partir en réassurance, donc il faut monter le dossier de réassurance, interroger les réassureurs pour savoir est-ce que l'affaire les intéresse, si ce sont des facultatifs. S'il y a il y a aussi certaines problématiques, notamment au niveau des sinistres on traite, puisque pour le décès, par exemple, on a des cas de ce qu'on appelle des fausses déclarations. Donc, vous avez un assuré qui a pris un prêt à la banque, qui vous a dit qu'il n'est pas, en tout cas, il est en bonne santé. Il est en bonne santé, sauf qu'il décède quelques mois après.
Et sur le certificat de gens des morts, on vous dit qu'il était malade de telle ou telle maladie. Donc, il y a certaines difficultés, par exemple, qui vont faire que vous devez creuser pour savoir est-ce que la maladie qu'on a déclarée sur son certificat était antérieure ou postérieure à la souscription du contrat. Auquel cas, si c'est antérieur à la souscription, c'est une fausse déclaration intentionnelle, ce qui fait que on rejette le paiement de ces capitaux-là. Donc, il y a ces éléments-là. C'est sur ces éléments-là que on travaille, on coordonne avec les équipes. C'est un peu ce que je fais actuellement. En tout cas, merci bien. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. En tout cas, bon courage pour la suite alors. Merci bien. On va solliciter le public là s'il y en a qui ont des questions ou bien veulent des clarifications. Je pense que c'est Ruben, hein. Ruben qui a levé la main. On va lui laisser la parole. Ruben, D'accord. tu as la parole. C'est Ruben Oui, ici, monsieur, hein. bonjour, monsieur. Oui, Bonjour. bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ouattara. Vraiment, merci pour cette belle présentation-là, parce que vraiment, on avait aussi des zones d'ombre au niveau du métier de l'actuariat. Donc, je me présente, je suis Kwaku ici, Ruben, étudiant en master de finance quantitative à l'Université Soumaré. Bon, D'accord. ma question est relative euh, au métier de l'actuariat. Si D'accord. je prends le cas d'un étudiant qui obtient un master en actuariat à l'Université Soumaré, par exemple, Mhm. et après cela, il passe euh, les certifications de la SO ou bien de la SAS. Mhm. Et ce dernier-là exerce en Côte d'Ivoire. Quelle sera, je peux dire, la valeur ajoutée en fait de cette certification-là? D'accord. Bon, la question est très simple, hein. Ces certifications sont des certifications internationales. Du coup, ça veut dire que demain, si vous postulez à une offre aux États-Unis, le recruteur là aura plus confiance, on va dire, au fait de vous recruter parce que il sait que, on va dire, ces certifications-là sont des certifications qui ont été obtenues auprès, on va dire, d'institutions qui sont d'une certaine probité, qui ont d'une certaine rigueur, ainsi de suite. Voilà. Donc, je D'accord. pense que l'élément, on va dire, le plus trivial, c'est ça, hein. C'est que vous pouvez postuler de façon, euh, en tout cas, euh, à l'international sans souci. Après, il y a le fait que vous soyez certifié même au niveau local ici, va faire que vous pouvez avoir, on va dire, des profils, qu'est-ce que je suis en train de dire, euh, des promotions très Mhm. facilement parce que vous avez atteint un certain niveau. On peut vous confier, on va dire, certaines responsabilités parce que vous avez telle ou telle certification. D'accord, monsieur. Vraiment, merci, monsieur, pour la Mm. réponse. Euh, on a une autre personne qui s'est posé la question, mais je ne vois pas le nom. C'est qui c'est Amadou Traoré. Amadou Traoré, oui, vous pouvez poser votre question. Ouvrez d'abord le micro, on ne vous entend pas. Amadou Allô? Traoré nous entend? Ok, c'est Oui, bon, on oui. vous entend. Et vous Vous pouvez, m'entendez bien? et on vous entend. Présentez-vous et également posez Euh, votre je me nomme Amadou Traoré Ibrahim, euh, étudiant, étudiant en attente de diplôme de licence en actuariat à l'Université d'Abidjan et actuellement stagiaire à ça actuellement. Euh, vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui, les oui, on vous stagiaires entend. et soir. Moi, comme je suis en stage, j'ai certainement certaines préoccupations que j'aimerais exposer à M. Adams. Je ne sais pas si ce serait beaucoup indiscret de lui demander ces choses à lui, que j'ai pu entendre de son parcours et les résolutions qu'il a pu apporter à Alliance. D'abord, c'est concernant les outils de cotation qu'il a pu mettre en place pour pouvoir régler ce problème de cotation au niveau du
département actuariel, puisqu'il a dit que tout ce qui était cotation était ramené au département, on va dire, chez les actuaires pour qu'ils puissent le faire. Il a pu, on va dire, décentraliser cela pour qu'on puisse donner ces tâches à d'autres personnes, déléguer ces tâches à d'autres personnes. Et par ailleurs, euh, c'est concernant aussi ce qu'il a dit en mon vie, via dit, où il disait que la plupart des courtiers ne reversaient pas les prix et qu'il y avait un service courtage qui s'occupait de cela. Et comment il a réussi, bon, je ne sais pas comment, s'il peut, je sais pas si c'est possible, mais comment il a pu mettre en place, je ne sais pas, un modèle ou euh, une résolution pour pouvoir, je sais pas, récolter plus de prix de ces courtiers-là. Moi, ce sont mes préoccupations. D'accord. OK. Donc, pour la première question qui est sur les tarificateurs, bon, Mhm. comme je l'ai dit, en fait, Allianz était le business model d'Allianz, c'était la banque assurance. En tout cas, avant 2016, c'était la banque assurance, un peu de courtage. Allianz Vie, hein, je fais Et, référence. Donc, à partir et, de 2017, ils ont essayé de mettre en place un réseau d'agents mandataires qui vont vendre les produits d'assurance. Donc, comme le réseau d'agents mandataires en griffe, ce n'est pas vraiment des professionnels, ce sont des gens qui ont envie d'embrasser la carrière, on va dire, d'agents mandataires, mais qui n'ont pas fait de formation en assurance, et ainsi de suite. Du coup, on ne pouvait pas leur déléguer, on va dire, ces actes-là, tels que les cotations, dans un premier temps. Il fallait faire de la formation, de l'apprentissage, on va dire, une maîtrise, on va dire, les éléments pour faire une cotation. Est-ce que vous voyez? Ainsi de suite. Du coup, moi, quand moi j'y suis arrivé, je me rendais compte que on pourrait recevoir, j'ai dit n'importe quoi, 20 ou 30 cotations par jour de ces agents-là. exactement. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'actuels, il n'y avait que, que deux personnes, tu vois, tout ce boulot, en plus des tâches que, on va dire, les directions générales ou les autres directions départements nous confiaient, on n'arrivait pas forcément à répondre à ces cotations-là à temps. Or, peut-être quand l'agent te demande cette cotation, elle est en face du client. Est-ce que tu vois? Ah, Du coup, exactement. on a dit, bon, OK, aujourd'hui, il y a au moins un ordinateur de libre dans une agence, il y avait les smartphones qui sont là. Pourquoi ne pas faire un outil simple sur Excel où l'utilisateur n'aura qu'à renseigner les éléments, on va dire, pour faire une cotation, c'est-à-dire quoi? La date de naissance de la personne, le nom de la personne, le capital, par exemple, il veut souscrire si c'est un contrat d'essai. Et puis, il appuie sur un petit bouton, ça lui génère une offre, une proposition d'assurance qu'il donne à son client. C'est comme ça que c'est parti que, voilà, qu'on a fait. On a fait via Excel, via VBA, pour ceux qui utilisaient les ordinateurs, et puis qui arrivaient, on va dire, de façon autonome à gérer leur cotation. Et dans le système, on avait un certain reporting qui était généré pour toutes les cotations. Donc, nous aussi, on arrivait quand même à avoir les informations sur ces cotations. Et au fur et à mesure qu'on voyait le niveau de cotation que les gens y faisaient, on pourrait relever la délégation qu'on leur avait donnée. Si on leur avait donné au début 5 millions pour 5 millions de capital maximum, on pourrait dire, bon, que vous pouvez faire pour 30 millions, pour 50 millions, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, D'accord. c'est pour la première question. La deuxième question au niveau des courtiers sur la non-vie. En fait, il y avait deux choses. La première chose, c'était de reconstituer, on va dire, les attestations qu'on a pu fournir à à ces intermédiaires-là. Donc, généralement, quand on donne une attestation on a un intermédiaire, il fait une décharge dans un cahier, un gros cahier, en tout cas qui peut évoluer d'année en année, pour dire qu'il a reçu ses attestations. Donc, déjà, il fallait ce cahier-là, constituer cette base de données à partir de ce cahier-là pour savoir déjà ce qu'on a servi
à ces intermédiaires. Après, on faisait des contrôles sur place. Donc, on se déplaçait chez ces courtiers-là, déjà pour voir le stock d'attestation qui leur restait. Quand on a ce stock d'attestation qui leur restait, on revenait en compagnie et puis on regarde les attestations qui ont été produites. Donc, avec le gap entre ce qui a été servi, ce qui a été produit et le stock qu'ils ont, on a ce qui n'a pas été reversé à la compagnie. Voilà. Donc, c'est cette reconstitution-là dans une base de données et avec un traitement, un petit module Excel VBA qu'on menait qui nous sortait en fait la liste des attestations qui n'ont pas été reversées, en tout cas par cet intermédiaire-là. Donc, on repartait maintenant vers lui, on dit, bon, nous, on a pu faire le point. On se rend compte qu'on vous a servi de 2017 à 2020 2000 attestations. Mais vous nous avez produit que 1000. Vous avez 500 seulement chez vous et les 500 autres. C'est soit. Donc, c'est à partir de ça qu'on arrivait à les coincer et ils étaient obligés maintenant de reverser ce qu'ils ne nous avaient pas reversé. Je vois. Donc, d'autres, vous leur avez fait la police, en fait. Bon, quand on dit la police, en tout cas, on a fait des contrôles. Maintenant, la police, non, puisque le code est très clair. S'ils ne nous reversent pas les primes, il y a certaines sanctions. On peut leur retirer l'agrément, ainsi de suite. Donc, nous, on mettait ça simplement en avant. On dit, bon, monsieur, vous nous devez telle attestation pour tel montant. Ça fait tant. Si vous ne nous reversez pas dans tel délai, nous, on va actionner la direction des assurances qui est là, qui va vous retirer votre agrément, ainsi de suite. Voilà, quoi. Donc, quand vous mettez cette menace-là en face, ils sont plus enclins à reverser les primes, quoi. Par rapport, comment on appelle, aux prestations que vous recevez des gens, c'était les agents de votre assurance ou les agents commerciaux comme ça que vous avez? C'était tout, hein. Un peu de tout. C'était tout. Les agents mandataires, les bureaux directs. Après, on a eu les agents généraux, voilà, ainsi de suite. Mais pour faire ça, il faut vraiment faire de la formation. C'est ça qui est le sort. On va expliquer les fondamentaux de l'assurance pour qu'ils comprennent en fait comment est-ce qu'ils doivent utiliser les outils et pourquoi est-ce qu'on fait comme ça les outils. Voilà. D'accord. Et ça vous a pris environ combien de temps pour résoudre ce genre de problème, ces deux types de problèmes-là? Euh, bon, je vais dire au niveau de la formation, ça c'est continu. Pas de temps, il faut faire la formation de façon régulière. Maintenant, pour mettre les outils en place, ça en 3 mois, vous pouvez mettre tous les outils que vous voulez en place. Il faut savoir en fait ce que vous voulez déléguer, être validé par votre hiérarchie parce qu'il y a ça aussi. Quand vous arrivez dans un système, il y a une manière de fonctionner. Donc, si vous voulez changer, on va dire, les habitudes de fonctionnement, il faudrait que vous fassiez valider ça par la hiérarchie. Je ne pense pas qu'elle va s'opposer parce que l'idée, c'est la productivité des agents. Et toute entreprise cherche de la productivité. Donc, elle ne va pas, en tout cas, si tout est sécurisé, c'est bien fait, elle ne va pas trouver d'inconvénients à ce que vous preniez ces différentes initiatives-là. Donc, ça aussi, c'est important. Quand vous voyez que vous êtes dans une entreprise et qu'il y a certaines problématiques qui n'ont pas forcément été relevées par votre hiérarchie ou par les autres départements, que vous pensez que vous pouvez apporter votre support, n'hésitez pas. Hein? Vous allez les voir dire, ah, j'ai remarqué que ça, là, vous faites ça comme ça. Moi, je peux faire tel outil qui va vous permettre je dis n'importe quoi. L'année passée, par exemple,
en fin d'année, lorsqu'on devait lancer l'assurance digitale, la digitalisation des assurances, en fait, on avait une problématique, c'est que avant de pouvoir charger, on va dire, les contrats d'assurance sur la plateforme de Lazasi, il fallait les formater d'un certain modèle. Est-ce que vous voyez? Il y avait une certaine nomenclature, c'est-à-dire que quand on dit un véhicule, c'est un véhicule personnel, il y avait une codification que Lazasi attendait dans le champ du véhicule personnel qui n'était pas véhicule personnel, mais un code. Est-ce que vous voyez? Du coup, c'était fastidieux pour les équipes techniques qui devaient faire générer, on va dire, ces fichiers d'attestation d'assurance qui vont aller plugger sur de l'ASASI et puis générer les attestations. Donc, moi, ils sont venus me voir pour dire, ah, voici la problématique qu'on a. On a des flottes de 10 000 véhicules. Si on doit faire un à un pour dire, ça, là, c'est coût de temps pour VP, ça, c'est coût de temps pour camion, on ne va pas s'en sortir. J'ai dit, OK, laissez-moi une semaine. Moi, je me suis assis. J'ai demandé en fait toute la codification que l'ASASI utilisait pour récupérer les informations. Est-ce que tu vois? Et quelle eux étaient leurs codifications qu'ils utilisaient d'habitude. En fonction de ça, il a créé un outil Excel où ils renseignent eux ce qu'ils ont l'habitude de renseigner. Ils appuient sur un petit bouton, ça génère un fichier Excel qui est prêt à être chargé sur la plateforme de l'ASASI. Est-ce que vous voyez? Oui, Donc, oui, avec ça, ça fait que ce qu'ils auraient pu mettre, peut-être, j'ai dit n'importe quoi, une semaine pour faire les attestations, en 5 minutes, ils ont fini. Et ça fait que beaucoup d'intermédiaires, puisque les intermédiaires aussi devaient faire la même chose, beaucoup d'intermédiaires en ce temps, hein, mais se retournaient vers Alliance parce que nous, on avait fait notre petit outil qui permettait de faire ce truc-là en moins de 5 minutes. Ouais. Donc, ça leur facilitait la tâche pour générer leurs attestations. Bon, aujourd'hui, ils sont bien guéris, hein, mais je dis, dans les débuts, c'était un peu compliqué pour eux. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai mis en place chez Alliance, hein. Beaucoup de petits outils, hein, que vous allez faire. Soit si vous êtes bon programmeur en Python, vous le faites en Python. Si vous êtes bon programmeur en VBA, vous le faites en VBA. Voilà. Ok, merci beaucoup d'accord. pour ces réponses et ces questions. Je crois qu'on avait, ceux qui ont des questions doivent juste aller dans la barre, juste en dessous, et puis lever la main. Je crois qu'il y avait Yara qui souhaiterait poser une question. C'était Yara, hein, je pense. Monsieur, bonsoir, monsieur. Bonsoir, professeur Adam. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. Bonsoir, Yara. Je me nomme Kwade Yara Jean-Marie, étudiant en Master 1 d'Atsaya à l'Université Soumari. Et je suis fier de mon professeur parce que c'est mon professeur en assurance J qui est en train de faire cette présentation. Mais je voulais savoir, ma question est de savoir si en assurance, le domaine de la gestion active-passive est beaucoup pratiqué par un acteur ou bien par un financier. D'accord. Généralement, c'est un financier. Mais comme je l'ai si bien dit, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. J'ai dit n'importe quoi. Dans certaines entreprises, la direction de l'actuariat est sous la direction financière. Par contre, la direction de l'actuariat dans d'autres entreprises est sous la direction technique. Donc, si la direction de l'actuariat est sous la direction financière, c'est fort probable que la gestion active-passive va se faire par l'actuaire. Par contre, si c'est au niveau de la direction technique, ça sera un financier plutôt qui va faire ça. C'est-à-dire celui qui sera en charge de faire les placements, c'est lui qui va évaluer en fait le dispositif de gestion active-passif en même temps. Donc, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Ok, d'accord, monsieur. Je comprends. Ok, merci beaucoup.
On a une autre main qui est, bon, je sais pas, c'est Université Soumaré, je sais pas c'est qui. Oui, oui, c'est bon. Oui, ok, Fabrice, Oui, d'accord, ok. bonsoir, professeur Adams. Bonsoir. Voilà, donc, moi, c'est M. Adou, je suis à l'Université Soumaré. Voilà, donc j'ai une question. Ma question est la suivante. Lors de votre intervention, j'ai constaté que dans l'exercice de votre fonction, vous utilisez beaucoup les outils de la programmation, surtout Excel, VBA, Excel, et puis aussi le langage Python. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que le langage Python est le seul langage informatique qu'on peut utiliser pour, je vais dire, pour concevoir des outils dans le domaine de l'actuariat? Non, c'est pas le seul langage de programmation. Euh, je dis n'importe quoi. Ça peut être du C, ça peut être du C++. C'est en fonction de vos connaissances et de vos aptitudes. Python, on m'a dit, c'est un peu le logiciel le plus utilisé, le plus facile à utiliser, hein. Donc, c'est ce qu'on utilise généralement aujourd'hui dans tous les cours de programmation. C'est vrai qu'on fait du C, on fait du C++, on fait d'autres types de langages, mais en tout cas, c'est le langage le plus utilisé. VBA, c'est plus simple parce que généralement, on utilise Excel, hein, dans les entreprises. On va dire, le module Office, c'est le module le plus utilisé, hein, dans une entreprise. Donc, si vous voulez concevoir une application ou un logiciel, en tout cas, qui ne demande pas beaucoup de choses, il est plus simple d'utiliser Excel puisque c'est ce que l'utilisateur final là, maîtrise le mieux. Voilà. Maintenant, avec Python, si vous concevez une application et que vous avez tous les droits et que c'est accepté par l'entreprise, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a des questions après de sécurité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à Oui, votre oui, question. oui, mais j'ai une autre question aussi à poser. Hein? Parce que, bon, j'ai posé aussi la question parce que j'ai fait quelques recherches sur le langage Python. Bon, j'ai constaté que Python est beaucoup utilisé par les économistes, statisticiens, et puis aussi Python est beaucoup utilisé dans la data science. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est parce que Python a je dirais, des bibliothèques, à certaines bibliothèques, par exemple, je ne sais pas, je demande, est-ce que c'est parce que Python a des bibliothèques qui sont orientées finance ou bien le choix, tout simplement, c'est parce que ce qui veut dire que c'est plus facile à utiliser. Bon, moi, je dirais que c'est parce que c'est plus facile à utiliser, hein. En tout cas, de mon point de vue, c'est parce que c'est le plus facile à utiliser. C'est un langage qui est simple. Voilà. C'est plus ça que d'autres choses. OK, merci, M. Adams. Mhm. Ok, on a d'autres questions. Euh, la question nous est écrite dans le chat là. J'aimerais savoir si un titulaire d'un master 2 en finance quantitative pourrait s'orienter dans le métier de l'actuariat. D'accord. Bon, pour répondre à la question, on va dire de façon générique, hein, comme on l'a dit, l'orientation dans certains métiers va nécessiter certaines certifications. Du coup, même si vous avez fait on va dire une formation en mathématiques de base que vous voulez être actuel, vous pouvez passer certaines certifications. Maintenant, dans le cas d'espèce, sur la finance quantitative, je pense en principe, vous avez certains rudiments de la finance. Maintenant, est-ce que c'est en tant que actuel dans la tarification que vous allez évoluer
pour ça, il va falloir que peut-être vous maîtrisez certaines notions parce que peut-être vous n'avez pas fait le droit des assurances, parce que peut-être vous n'avez pas fait le calcul, on va dire, les coûts sur les calculs, la tarification des produits d'assurance même en tant que tel, et peut-être le provisionnement des produits d'assurance. Donc, il va falloir peut-être faire une petite certification qui va vous permettre, on va dire, de maîtriser certains contours de l'assurance. C'est un peu ce que je peux dire. Ouais, monsieur. Moi, je ne vous entends pas. Vous D'accord. m'entendez pas? Maintenant, peut-être que je vais rediriger. Oui, bon, la connexion n'est pas trop stable à notre niveau, là, je ne sais pas. Mais j'aimerais reposer la question peut-être au professeur Soumaré, quoi, s'il pouvait également, au niveau de l'université Soumaré, quelqu'un qui a fait un master 2 en finance quantitative, comment pourrait-il se rediriger dans les métiers de l'actuariat, si le professeur Soumaré est là, bien sûr. Oui, mais bon, comme Adam l'a dit, hein, parce que, en tout cas, dans le cas dans notre cas, là, finance quantitative, actuariat et puis économie quantitative, ils ont certains cours en commun. Donc, il y a certains cours corps, en fait, qui sont en commun. Mais chacune de ces formations sont basées beaucoup plus sur des aspects quantitatifs qu'on met beaucoup de l'avant à notre niveau. Mais comme Adam l'a dit aussi, c'est que si la personne veut aller exercer en actuariat, mais il faudrait qu'elle ait quand même des outils de base pour pouvoir faire en fait là les travaux de base de l'actuariat. Parce que celui qui fait la finance quantitative ne fait pas nécessairement les mathématiques actuarielles, par exemple, à notre niveau. Donc, ce serait bien quand même que la personne aille quand même chercher ces outils additionnels là, qui peuvent lui permettre quand même d'exercer aisément quand même le métier en fait là de l'actuariat, quoi. Donc, c'est possible, mais ça prendra quand même de pouvoir upgrader un peu ses connaissances pour aller un peu chercher des outils qui lui permettraient d'exercer comme actuaire en fait en tant que tel. D'accord. Merci beaucoup pour cette question. On a une autre main, Galaxy A03. Si vous pouvez vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, allô, Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je suis monsieur Kwame Omaric, hein, microéconomiste de l'assurance, spécialiste des problèmes de la symétrie d'information dans les contrats d'assurance maladie. Voilà. Et ma question, c'est, j'aimerais savoir comment peut se faire le passage d'un individu qui est microéconomiste et qui souhaiterait aborder le chemin d'actuariat. Voilà, c'est tout. C'était tout. Merci. D'accord. Bon, je pense que ça rejoint, on va dire, la même question de la précédente personne, hein. Ça va dépendre, en fait, du contenu de votre, on va dire, de votre formation de base et également aussi de votre expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous avez eu à faire, on va dire, pendant votre carrière professionnelle. Donc, en fonction de ça, il y a des certifications, soit en tout cas pour quelqu'un qui ne veut pas forcément aller faire, on va dire, un master entier, il y a certaines certifications qui sont possibles. Avoir un certificat d'actuariat, c'est pas un diplôme, on va dire, supérieur en actuariat, mais c'est une certification qui peut vous permettre, si vous voulez vous reconvertir, ou bien, le cas échéant, si vous avez, on va dire, du temps, c'est de faire une formation à part entière, s'inscrire à un master d'actuariat. OK. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'on a Alors, d'autres questions? Est-ce qu'on a il a d'autres levé, questions? il a levé la main encore. Ben, c'est intervenu. OK, pas de problème. Donc, monsieur, on vous donne la Non, ça parole. va, ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, Ok. c'est bon, ça va. Merci beaucoup. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Amadou Traoré qui souhaiterait réagir à nouveau. Amadou, vous avez la parole. Euh, oui, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. On vous entend. Ok. Euh, c'est une préoccupation au niveau, je sais pas si c'est, je sais pas si ça paraîtra discret, mais bon, j'aimerais bien poser cette question. C'est au niveau du salaire, de l'évolution du salaire d'un actuel, euh, sur les années, l'exercice qu'il aura, bon, sur les années, le travail qu'il aura effectué dans une compagnie d'assurance, avec le temps de vie en Côte d'Ivoire ici, est-ce que c'est évident qu'il puisse, je sais pas, vivre, je sais pas,
comme on peut le voir pour certaines personnes qui ont fait de l'actuariat à Bon, l'étranger. ça dépend, hein. La qualité de vie, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de vos revenus et puis de vos dépenses. Je veux dire, quelqu'un peut avoir 500 000 francs de revenus par mois. S'il dépense 200 ou 250 000, vous voyez qu'il dégage 250 000, on va dire, d'épargne ou de trucs. Par contre, quelqu'un peut avoir 700 000 et puis il dépense 600 000. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu relatif. Ce que moi, je peux dire, c'est que aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, un actuel, il va commencer avec un minimum de 350 000 ou 400 000 francs. On va dire, s'il ne touche rien, c'est un peu ça, un stagiaire actuel, ainsi de suite. Après 3 ans, 4 ans, il va se retrouver facilement autour de 700 000 francs. 5 ans, il peut se retrouver à 1 million, ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, je vois. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je crois que cette question est attendue de tous là, parce que en fait, beaucoup de participants, ou surtout les étudiants là, au niveau de la grille salariale pour, pour ce corps de métier-là. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? J'ai vu, Ruben, tu as levé la main? Et monsieur, j'ai levé la main. Ok, vas-y. D'accord. Monsieur, j'ai une autre question qui est relative à l'introduction des compagnies d'assurance en bourse. Bon, j'ai remarqué D'accord. il y a peu ou presque pas même de compagnies listées en bourse. On aimerait bon, connaître la raison de cela. Bon. J'ai pas forcément la réponse à ça. J'ai pas forcément la réponse. Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est il y a beaucoup de compagnies. En tout cas, c'est de plus en plus, on commence à avoir des compagnies locales, mais dans l'histoire des compagnies, en tout cas en Côte d'Ivoire ou en Afrique, c'était des compagnies, on va dire, étrangères qui sont elles-mêmes cotées en bourse, hein, dans leur pays, on va dire, d'origine. Du coup, être en bourse ici, en tout cas, ils ne trouvaient pas, en tout cas, suffisamment de valeur ajoutée, hein, on va dire, être coté de façon locale en bourse ici. Si je prends le cas, par exemple, de Allianz. Allianz est coté à la bourse de Francfort. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on compare la BFVM ici et puis la bourse de Francfort, vous voyez que c'est pas le même niveau. Quand vous prenez la France et, je dis n'importe quoi, des compagnies françaises comme AXA, elles sont pas cotées en Côte d'Ivoire ici parce qu'elles sont déjà cotées, hein, on va dire, de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, de plus en plus, comme on commence à avoir des compagnies, on va dire, dont les actionnaires majoritaires sont des Ivoiriens, on constate qu'il y a certaines compagnies qui rentrent en bourse. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire, en tout cas, de plus en plus quand on aura des sociétés vraiment qui appartiennent à des Ivoiriens. Voilà. C'est un peu ce que je peux dire. Le pourquoi, bon, je pense que c'est parce que on n'avait pas déjà également aussi une bourse qui était vraiment très forte. C'est maintenant que on va dire que on commence à, à avoir une bourse qui est très forte et qui, qui fait on va dire du vrai marketing, de la communication, ainsi de suite. Voilà. D'accord, monsieur, merci, monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Galaxy A3 a levé encore la main ou c'est tout? Allô, monsieur Ouattara, on tire vers la fin. Moi, j'ai une question par contre là, mais bon, une question que vous avez déjà répondu dans vos slides, mais j'aimerais que vous Mhm. me donniez une définition en français vraiment facile pour
en fait, pour le commun, hein, surtout pour tout un chacun, la définition d'actuariat. Vraiment en français, facile pour que ce soit accessible à tout le monde et tout le monde peut facilement comprendre. D'accord. Mhm. OK. L'actuariat, on va dire, c'est une technique, hein, dans laquelle on va utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes. Et plus particulièrement dans le domaine de l'assurance, hein, dans le domaine de la finance en général. Donc, c'est un peu ça. On va utiliser des outils mathématiques, c'est-à-dire que la statistique, le calcul des probabilités, voilà, pour résoudre ces problèmes-là. Ok. D'accord, c'est bien noté, c'est bien noté. Je vais fermer un micro. Ok. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, est-ce nous avons d'autres questions? Et on tire vers 1 heure de conférence. Euh, si nous n'avons pas d'autres questions, je crois que nous allons passer au mot de la fin. Nous allons mettre la parole au professeur Soumaré pour le mot de fin. Ok, en tout cas, merci bien, Ibrahim. En tout cas, merci beaucoup vraiment, Adams, pour cette présentation, pour tous les détails, en tout cas, fournis, en tout cas, qui permet à ceux qui ne savaient pas trop, qui ne connaissaient pas trop ce métier-là, de voir au point les origines en tout cas, de l'actuariat, ce que ça prend comme compétence. Donc, en tout cas, c'est bien d'avoir vraiment mis l'accent sur le fait que ça prend des bases quantitatives, parce que je sais qu'il y a plusieurs qui viennent nous voir, qui ont entendu parler de l'actuariat, qui sont intéressés par l'actuariat, mais souvent qu'on leur fait comprendre que, bon, peut-être que leur niveau mathématique ou leur niveau quantitatif ne leur permettrait pas d'avoir du succès dans ce domaine-là, mais souvent, ils nous trouvent un peu, en tout cas, peut-être un peu trop dur, mais je pense que à travers cette explication, ça leur permet de comprendre un peu pourquoi, en tout cas, on leur donne ce type de réponse-là. Et aussi, c'est bien d'avoir mentionné aussi et d'insister beaucoup sur les soft skills aussi. Parce que, bon, comme on le dit, dans la vie de tous les jours, vous avez beau être techniquement très, très bon, mais à côté du technique aussi, il y a le savoir, en tout cas, le savoir être aussi avec les autres, et puis comment est-ce que vous arrivez à manœuvrer avec les autres, comment vous arrivez à vous entendre avec vos collègues dans une entreprise, comment vous vous comportez. Et c'est aussi important que même aussi les compétences techniques aussi, très souvent aussi. Surtout si vous voulez vraiment faire long feu et aller très, très loin aussi dans ce que vous avez à faire. En tout cas, merci beaucoup vraiment, en tout cas, pour cette présentation beaucoup détaillée et beaucoup détaillée. Maintenant, pour ceux qui sont éventuellement intéressés par ces formations, en tout cas, à notre niveau, bien qu'ils veulent avoir un peu plus de détails encore, mais vous pouvez passer nous voir. Voilà, donc, soit vous pouvez nous écrire, en tout cas, à travers les différents contacts, soit par email, soit par le numéro WhatsApp, ou bien carrément passer, en fait, là, passer dans les bureaux, en tout cas, ces jours-ci, c'est les journées portes ouvertes. Les équipes vont vous donner suffisamment d'informations qui vont vous permettre, en tout cas, de prendre vos décisions par rapport à ce que vous voulez faire éventuellement. Et ça, c'est la troisième, en tout cas, explication de filière. Avant-hier, on en avait fait sur, en tout cas, tout ce qui était statistique et puis data science. Hier, c'était sur l'économie quantitative et aujourd'hui, en fait, là, sur l'actuariat. Et puis demain, en tout cas, on termine demain la série des webinaires qui va porter, en tout cas, demain, ça sera sur la finance quantitative. Et demain aussi, je pense que ceux qui sont intéressés par la finance, faut probablement que vous allez vouloir être là parce que demain, en tout cas, je serai là moi-même, mais en tout cas, il y aura 2 experts aussi dans ce domaine-là qui vont venir partager leurs expériences aussi par rapport à la finance, par rapport à la finance quantitative, la pratique de la finance à travers, en tout cas, aussi bien dans la sous-région qu'à travers le monde aussi. Donc, ces éléments-là, en tout cas, ce qu'on essaie de faire à travers ces webinaires, c'est pour permettre, en tout cas, aux jeunes qui viennent d'avoir probablement leur bac maintenant, ou même ceux qui ont déjà eu leur premier diplôme il y a quelques années, mais qui veulent s'orienter dans certaines spécialisations ou bien qui veulent continuer leurs études dans ce qu'ils sont en train de faire, qui ne savent pas trop, très souvent, en tout cas, n'ont pas de détails sur ces différentes spécialisations ou qui veulent en apprendre un peu plus davantage. C'est pour ça qu'on organise ces webinaires-là pour pouvoir échanger avec des gens qui sont dans la pratique. Donc, des gens comme Adam Ouattara, vous voyez qu'il a beaucoup d'expérience, même si ça fait peu d'années qu'il exerce là, mais vous voyez que même en peu d'années, il a quand même beaucoup, beaucoup d'expérience vraiment par rapport au domaine. Il a touché à beaucoup de choses aussi. Et donc, ça, c'est ce qu'on voulait. C'est l'objectif vraiment qu'on cherchait vraiment avec ces webinaires. Et j'espère bien, en tout cas, que vous avez pu tirer le maximum, en tout cas, d'informations qui va vous permettre, en tout cas, pour la suite des choses, de pouvoir vous décider ou de pouvoir, en tout cas, ajuster vos choix de carrière
par rapport au futur, Donc, c'est ça, en tout cas, je vais m'arrêter là. Adams, merci beaucoup, vraiment. Adams, c'est très, très apprécié. Voilà. En tout cas, voilà. Merci à vous, professeur, pour la Très confiance. apprécié. Voilà. Et puis, Ibrahim, je te repasse la parole. Et puis, en tout cas, merci beaucoup à tout le public aussi hein, d'être venu. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour ce mot de fin. Je crois, merci beaucoup à monsieur Adams Traoré, vraiment qui nous a édifié. Moi, j'ai appris assez. En fait, je ne savais pas que les acteurs pouvaient travailler dans les compagnies, dans les banques et autres structures. Donc, ça m'a permis de comprendre d'autres choses là. Je crois que c'est pareil pour tout le public. Donc, merci beaucoup à monsieur Ouattara. Et puis, merci également à tout le public là pour en fait, d'avoir préparé cet événement. Ceux qui ont d'autres questions ou qui souhaitent avoir d'autres informations encore sur l'université, comme le professeur l'a dit, ben, vous pouvez nous appeler ou même vous rendre parce que c'est notre journée porte ouverte présentement. Nous sommes situés à Cocody, Angré, non loin du CHU d'Angré, sur la nouvelle voie qui mène sur le château d'eau d'Angré. Donc, nous sommes là tous les jours. Dans cette période, nous sommes présents de 8h à 17h et même le dimanche prochain, nous allons travailler. C'est-à-dire samedi, dimanche également, on va travailler. Donc, on se donnera demain, on se donnera rendez-vous demain pour le dernier webinaire sur la finance quantitative, vraiment avec des grands noms tels que le professeur Soumari même qui interviendra. On a également M. Paul Langlois qui interviendra, qui est responsable des risques au niveau de la Banque africaine de développement. On a aussi M. Kofi, qui lui est présentement au Canada également, qui interviendra dans cette webinaire-là. Donc, ça serait vraiment des partages d'expérience, de connaissances que nous allons apprendre encore à nouveau. Donc, vraiment, merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir.